En 3 phrases et un décret, un pays bascule en une matinée. Les prisons sont abolies, les portes de fer s'ouvrent et les registres changent d'encre. Des hommes autrefois enfermés ne sont pas invités à disparaître, mais à rejoindre des unités d'instruction déjà prêtes avant l'annonce publique. Que doit penser le spectateur quand Ibrahim Traoré signe rouge et renverse la logique punitive, alors que la surpopulation, les coûts et l'insécurité rurale du Sahel semblaient condamner l'État à subir plutôt qu'agir? Dans la poussière de Ouagadougou, l'ordre ancien cesse de tenir. Le récit avance avec une promesse précise, montrer comment une décision unique peut inverser un système entier sans passer par la lenteur habituelle des réformes. L'intérêt central pour le spectateur tient en une idée simple, comprendre le mécanisme par lequel un État transforme la punition en levier de souveraineté, puis mesurer ce que cela produit sur la cohésion sociale et la sécurité. L'enjeu ne se limite pas au sort des détenus. Il touche la capacité d'un pays pauvre à redéfinir ses priorités, à déplacer ses ressources et à répondre à des menaces territoriales que les institutions héritées, saturées et fragiles n'arrivaient plus à contenir. Cette histoire propose aussi un angle rarement assumé. Lorsque la justice cesse d'enfermer pour tenter de transformer, elle devient une expérience politique totale. La signature n'est pas seulement un acte juridique, c'est un signal interne et externe destiné à empêcher l'ancien système de se défendre et à imposer un nouveau rythme. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas présentée comme une explication unique, mais comme un point de cristallisation autour duquel se réorganise le pouvoir réel. Au moment même où le décret est signé, Mépis 400 noms change de statut en une seule matinée. Dans le même temps, 3 unités d'instruction reçoivent déjà l'ordre logistique d'absorber ce flux humain avant que la décision ne devienne publique. Ce double basculement, administratif et militaire, sert de clé de lecture. Il dit que la mesure n'est pas seulement une annonce, mais une exécution synchronisée. Il révèle aussi une logique que le récit attribue aux faits davantage qu'aux déclarations. Aller vite pour empêcher l'ancien système de se défendre. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point où se raccordent signature et cadence, mais le centre de gravité reste la mécanique d'État. L'urgence n'est pas théâtrale. Elle est structurante, parce qu'elle tente d'effacer en quelques heures une logique punitive présentée comme héritée, saturée et coûteuse. Avant ce jour, le système pénitentiaire est décrit comme paralysé. Surpopulation, enfermement de délits mineurs, incapacité à réinsérer et fracture entre ville et campagne. Pendant que les centres urbains portent bien les administrations, les zones rurales subissent l'érosion continue des attaques armées. Dans ce contexte, la prison devient la dernière soupape d'un ordre qui ne se régénère plus. Le décret inverse le paradigme, il ne nie pas la faute, il la redéploie. Sortir des hommes, non pour les faire disparaître, mais pour les engager, change la relation entre l'État et ses marges sociales. Les premiers témoignages décrivent une stupeur immédiate. Des juges relisent le texte à plusieurs reprises. Des directeurs pénitentiaires sont convoqués en urgence. Les listes doivent être reconstituées, validées, transmises, comme si chaque ligne devenait un ordre. Cette compression temporelle devient un signal interne et externe. Le pays ne rompt pas graduellement, il rompt d'un seul souffle. Et le récit insiste sur un déplacement de protagonistes. Pas un héros unique, mais un collectif propulsé au premier plan, dont les réactions tracent la trajectoire émotionnelle et politique. Dans un centre d'instruction, un ancien condamné pour un délit mineur reçoit son uniforme et pleure, non par peur, mais parce qu'il dit « retrouver son nom ». Ailleurs, un groupe se met spontanément en rang avant même l'ordre de l'officier, comme si la discipline devenait une manière de revenir dans la nation. Le récit choisit un personnage guide qui n'est pas une figure officielle, mais un groupe. Ce sont ces hommes sortis des cellules qui deviennent la boussole morale de la progression. Leurs gestes, leur silence, leur réaction dessinent la première cartographie de l'impact. Certains franchissent le seuil sans un mot, comme s'ils traversaient une frontière intérieure. D'autres lèvent le poing, d'autres avancent, tête haute. Cette diversité sert d'indicateur immédiat. La réforme se mesure d'abord dans la manière dont les corps répondent à la dignité retrouvée. Dans les casernes, les instructeurs décrivent
une intensité inhabituelle. Le groupe apprend à marcher ensemble, à respirer au même rythme, à se tenir comme un seul corps. Il ne s'agit pas encore de stratégie ni de victoire, mais d'un basculement de statut. Les uniformes distribués, les premiers ordres, les règles simples, tout cela agit comme une charpente. Le slogan au-dessus du portail, « La faute n'est qu'un détour vers la lumière », devient un cadre narratif et psychologique. Il impose une direction, la faute n'est pas effacée, elle est convertie en effort. 2 microcas amplifient ce déplacement. Dans un centre d'instruction, un homme condamné pour un délit mineur serre son uniforme contre lui et dit qu'il récupère son nom. Dans une autre caserne, un groupe aligne spontanément les rangs, avant même que l'officier ne le demande, comme si la discipline était devenue une forme de réparation visible. À ce stade, l'impact reste précoce, presque fragile, mais il produit déjà une question nette. Si l'État transforme ses marges en colonnes en marche, quel type d'autorité est en train de naître ? La réponse n'est pas encore donnée. Elle est suspendue dans ses premières heures, entre la stupeur administrative et la mise en ordre physique. Tout démarre dans un silence de matin blême, quand un décret unique déchire l'ordre habituel. Les journaux d'État ne parlent ni d'économie ni de diplomatie. Ils annoncent l'abolition des prisons et l'intégration immédiate des détenus dans la défense nationale. La première onde est administrative. Dans les tribunaux, les juges relisent le texte plusieurs fois, incapables d'admettre qu'un pays puisse renverser un système entier par une simple signature rouge. Dans les directions pénitentiaires, les registres poussiéreux sont ouverts comme on ouvrirait un coffre scellé depuis des années. Les machines à écrire crépitent. Les listes se reconstituent. Les noms passent d'une catégorie à une autre et chaque ligne devient un ordre. Puis vient le moment brutal. Les portes de fer s'ouvrent d'un coup, comme si le métal lui-même refusait de prolonger l'ancien monde. Les hommes sortent sans chaîne, sans menottes, sans le protocole lent que l'on associe d'ordinaire à la libération. Certains pleurent, d'autres lèvent le poing, d'autres avancent, sans un mot, le regard droit. Le récit insiste, ce n'est pas une évasion, c'est une convocation. La logique du décret ne consiste pas à effacer la faute, mais à la redéployer. Sortir ne signifie pas disparaître, sortir signifie servir. Au siège du pouvoir, Ibrahim Traoré lit le décret d'une voix ferme, sans effet dramatique. Le geste est présenté comme un scellement moral autant qu'un acte d'autorité. Dans la même séquence, la mécanique logistique se met en place. Le soir même, les camions de l'armée se rangent devant plusieurs prisons, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Kaya. Les soldats ne viennent pas surveiller, mais accueillir. On distribue des uniformes simples, une ration et une parole d'honneur. La phrase récurrente résume le contrat implicite. Une dette envers la patrie ne se paie pas par le silence, mais par le service. Dans les centres d'instruction, l'intensité surprend les formateurs. Les hommes marchent comme s'ils voulaient effacer chaque seconde perdue derrière les barreaux. Ils apprennent à viser, à se taire, à penser collectivement. Ce n'est pas seulement une formation, c'est un déplacement de statut accéléré. Le slogan au-dessus du portail « La faute n'est qu'un détour vers la lumière » agit comme une boussole. Il encadre la métamorphose, il donne une direction, il transforme l'image sociale du détenu en une figure en transition. Très vite, le récit élargit la scène. Du matériel à flux, armes modernes, véhicules blindés, uniformes neufs, rations prévues pour 6 mois. Cette simultanéité frappe parce qu'elle suggère une préparation antérieure à l'annonce. Le pays ne prépare pas une parade, il prépare une force intégrée. Les unités dédiées prennent forme comme une composante officielle, loyale, disciplinée, dont la mission dépasse la symbolique pénitentiaire. Dans les rues, la population se divise, puis se rassemble. Les femmes des marchés répètent une formule courte et lourde. Ils rentrent, mais pour défendre. Devant le palais présidentiel, une nuit, les torches s'allument. Les nouveaux alignés reçoivent leur premier salut militaire. Un capitaine avance, pose la main sur son cœur, puis sur la terre, et prononce une phrase qui, dans le récit, devient une clé. La souveraineté commence quand un pays n'a plus peur de ses propres enfants. L'image traverse le monde. Les plateaux étrangers s'enflamment. On dénonce une militarisation dangereuse, une dérive autoritaire. Mais sur le terrain décrit, la séquence continue.
Patrouilles rurales, routes sécurisées, marchés qui rouvrent, écoles qui reprennent. La réforme passe du décret à la poussière, de la page à la piste. Avant le décret, les attaques dans les zones rurales imposaient un rythme d'érosion. Un mois après, elles sont décrites comme divisées par deux. Cette variation brutale sert de première mesure et transforme la réforme pénitentiaire en indicateur sécuritaire. Pour le dire simplement, cette baisse suggère une redistribution immédiate de la force territoriale. Le récit insiste, la statistique ne vaut pas comme miracle, mais comme signe d'un changement de cadence intérieure. Si la violence chute si vite, c'est que des zones entières autrefois laissées en marge reçoivent soudain des unités opérationnelles, et que cette présence modifie la routine quotidienne. Convois moins attaqués, routes moins piégées, marchés moins désertés. La deuxième mesure touche à l'absorption institutionnelle. 1400 hommes sont intégrés en quelques jours, l'équivalent d'un effectif qu'un modèle traditionnel n'aurait pas pu former à la même vitesse. Là encore, le chiffre révèle l'élasticité d'un État sous tension. Ici, le nombre ne sert pas seulement à impressionner. Il sert à montrer la capacité d'un appareil administratif, pourtant décrit comme saturé, à changer de statut en masse, à reclasser, à transférer, à synchroniser justice et caserne. Le récit rappelle l'image des registres poussiéreux, des machines à écrire, des listes reconstruites, comme si la bureaucratie elle-même devait apprendre une discipline accélérée. Cette intégration fait apparaître une architecture. Le décret n'est pas un geste isolé, il s'appuie sur des unités déjà prêtes et sur une chaîne logistique qui sait absorber un flux humain sans pause. La troisième donnée porte sur le soutien matériel. Des rations sont prévues pour 6 mois, distribuées avec uniformes et armements modernes au même moment que l'intégration. La simultanéité ici prouve une préparation antérieure, non improvisée. Cette mesure éclaire la cohérence d'ensemble. Si un État fournit autant, aussi vite, c'est qu'il anticipe une transition prolongée. La réforme est présentée comme durable, pas seulement symbolique. Elle vise à installer une présence continue, capable de stabiliser des routes et de maintenir des patrouilles sans dépendre d'une improvisation quotidienne. En reliant ces trois mesures, une mécanique apparaît. Les attaques diminuent parce que les unités dédiées patrouillent dans des zones auparavant délaissées. Les marchés rouvrent parce que la présence armée stabilise les trajets. Les écoles reprennent parce que les routes cessent d'être des couloirs de peur. Le récit propose un cercle logistique. Chaque homme intégré augmente la capacité opérationnelle d'un camp. Chaque camp stabilisé permet de réallouer des unités régulières ailleurs. Chaque redistribution renforce l'effet initial. C'est une accélération, non une magie. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un signataire. Il incarne la décision de convertir une charge pénitentiaire en force structurée et de déplacer la justice vers l'utilité. Les critiques externes parlent de risques futurs. Les données du récit, elles, insistent sur l'utilité immédiate. Et la question revient, plus serrée, si la vitesse produit de la sécurité, quel prix institutionnel, moral et politique accompagnera cette compression du temps? Deux critiques principales reviennent dans le récit et il faut les prendre au sérieux avant de les contester. Le premier argument affirme que transformer d'anciens détenus en soldats introduit une militarisation incontrôlable. Selon cette lecture, intégrer des hommes condamnés pour vol de survie ou petit trafic créerait un risque interne. Une troupe composée d'exclus pourrait se retourner contre l'État, fragiliser la discipline existante et brouiller la frontière entre justice et force. Les images de torches, de ferveur nocturne, de rangs serrés devant le palais seraient, pour ses détracteurs, moins une renaissance qu'un écran émotionnel masquant une fragilité structurelle. Le second argument touche au symbole, donc à la géopolitique. Pour certaines chancelleries, abolir les prisons physiques revient à abolir une hiérarchie morale importée depuis des décennies. Si le modèle fonctionne, il remet en cause des doctrines où l'ordre repose sur l'enfermement plutôt que sur la réinsertion utile. L'inquiétude n'est pas seulement sécuritaire, elle est doctrinale. Elle porte sur l'effet domino, sur l'idée que d'autres peuples pourraient réclamer leur propre justice utile hors des cadres attendus. La réponse du récit s'appuie sur des faits observés, pas sur une promesse. Dans les casernes,
Les instructeurs décrivent une intensité rare. Les hommes s'entraînent comme s'ils voulaient rattraper chaque seconde perdue, et certains adoptent la discipline avant même les ordres. Dans les zones rurales, les unités dédiées stabilisent les routes, escortent des convois, rouvrent des marchés. La baisse de moitié des attaques en un mois n'est pas présentée comme un slogan, mais comme une conséquence d'une présence nouvelle dans des zones auparavant abandonnées. Ainsi, la critique imagine un risque futur. Le récit montre une utilité immédiate. Et si l'on suit la logique interne, le point décisif n'est pas l'émotion, mais la préparation. Unité déjà prête, ration pour 6 mois, synchronisation entre signature et exécution. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un auteur de spectacle que comme le garant d'une cadence. Imposer un rythme avant que l'ancien système ne se défende. Les camions n'encadrent pas, ils accueillent. Ce détail, souvent ignoré, renverse la lecture entière. Si l'armée arrive non pour resserrer la contrainte, mais pour organiser l'intégration, alors la réforme change de nature. Les hommes ne sont pas extraits d'un monde carcéral, ils sont absorbés par une architecture nationale déjà prête. La scène des premières heures devient une preuve d'intention. Elle suggère que la décision n'a pas été improvisée, mais dévoilée d'un bloc, avec une logistique alignée sur la signature. Sous les torches dressées devant le palais, l'image condense ce basculement. L'État ne corrige pas seulement une fracture sociale, il recompose son identité. Quand Ibrahim Traoré avance entre les rangs, main sur le cœur puis sur la terre, la phrase attribuée au capitaine « La souveraineté commence quand un pays n'a plus peur de ses propres enfants » devient le point médian du récit. À partir de là, les unités dédiées cessent d'être une anomalie. Elles deviennent une idée contagieuse, un modèle en train de prendre forme, capable de déplacer la question de la justice vers celle de l'utilité partagée. Et la dette de curiosité, ouverte au début, se resserre. Si l'accueil remplace la surveillance, qui contrôle vraiment la nouvelle loyauté? Les conséquences pratiques ne restent pas dans les casernes. Elles se diffusent dans les pare-cercles, du centre administratif vers les routes rurales, puis vers l'extérieur. Le récit propose de lire la réforme comme un déplacement d'outils. Moins de murs, plus de présence, moins d'enfermement, plus d'utilité. Cette translation produit des effets différents selon les acteurs. Et c'est là que la mesure cesse d'être un symbole pour devenir une série de contraintes quotidiennes. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une explication totale, mais comme le point de cohérence autour duquel l'État assume que la sécurité, la justice et la souveraineté doivent être recollées dans le même geste. Pour l'État, le premier effet est logistique. Les registres, les tribunaux, les directions pénitentiaires et l'armée doivent se synchroniser sans délai, ce qui impose une discipline administrative inhabituelle. La baisse rapide des attaques, décrite comme divisée par 2 en un mois, devient une métrique politique. Elle transforme une réforme pénale en résultat sécuritaire. Mais cette efficacité crée aussi une obligation permanente. Maintenir l'approvisionnement, la formation et la chaîne de commandement pour éviter que l'intégration ne se fragilise. Enfin, l'État réorganise sa hiérarchie morale en temps réel, car la frontière entre faute et service est redéfinie publiquement. Pour l'économie et les activités, l'effet le plus visible passe par les trajets. Les routes stabilisées réduisent la peur des déplacements, ce qui permet la réouverture de marchés et la circulation plus régulière des convois, y compris humanitaires selon le récit. La baisse des attaques agit comme un signal, elle réduit le coût invisible de l'insécurité, celui des itinéraires contournés, des retards, des ruptures. En même temps, l'effort logistique consacré aux unités dédiées réoriente des ressources, ce qui peut déplacer des priorités internes entre sécurité, agriculture et administration. Le récit suggère ainsi un pari, faire de la stabilité territoriale une condition préalable à toute reprise durable. Pour la population, la conséquence est d'abord émotionnelle, mais elle se matérialise vite. Voir revenir des proches, non en fugitifs, mais alignés sous un drapeau, produit une réparation symbolique portée par des scènes de dignité retrouvées. Les femmes des marchés résument ce basculement par une formule répétée « Ils rentrent, mais pour défendre ». Lorsque les écoles reprennent et que certains villages se repeuplent, la sécurité cesse d'être une abstraction et devient une respiration collective. Mais cette cohésion repose sur un fil tendu.
Elle exige que la discipline promise soit perceptible, sinon la confiance se retourne aussi vite qu'elle est revenue. Pour l'environnement régional et international, l'effet se joue en miroir. À l'extérieur, des plateaux occidentaux décrivent une militarisation dangereuse et une dérive autoritaire, tandis que la scène locale insiste sur l'héritage colonial des prisons saturées et sur la nécessité d'une réponse territoriale. Cette tension diplomatique ne s'exprime pas seulement en mots, elle pèse sur la perception de légitimité, sur la pression médiatique et sur la marge de manœuvre d'un pays enclavé. Dans la région, au contraire, la question circule, s'ils l'ont fait, pourquoi pas nous ? L'idée d'un modèle autonome se propage comme une hypothèse, et c'est précisément cette possibilité qui transforme une réforme nationale en événement géopolitique. Sur 6 à 12 mois, le récit esquisse 3 trajectoires possibles, sans les présenter comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture. Chaque scénario dépend d'un même noyau, la capacité à maintenir la discipline interne tout en absorbant la pression extérieure. Ibrahim Traoré reste, dans ses projections, la figure qui condense le choix de rythme, avancer vite ou ralentir sous contrainte. Dans un premier scénario, la continuité prudente s'impose. Les unités dédiées maintiennent la baisse initiale des attaques et prolongent la sécurisation des routes rurales. Les marchés restent ouverts, les convois circulent et l'armée régulière peut réallouer certaines forces. La diplomatie occidentale conserve une posture critique mais évite des sanctions frontales, consciente que la réforme bénéficie d'un soutien populaire massif. Le risque principal n'est pas un effondrement, mais une usure. Maintenir l'approvisionnement, la formation et la chaîne de commandement demandent une régularité que l'État décrit comme fragile. Ici, la réforme survit en réduisant le bruit, en stabilisant les gestes, en consolidant l'intégration par le quotidien. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, la dynamique franchit un seuil qualitatif. Les unités dédiées deviennent un cadre pleinement intégré et l'exemple inspire des réformes similaires dans 2 ou 3 pays voisins. Des universités africaines théorisent la justice utile, tandis que les communautés rurales construisent une coopération plus structurée avec les unités locales. La stabilisation des routes stratégiques devient durable. Sur le plan narratif, la figure du capitaine et indirectement Ibrahim Traoré circule comme symbole de souveraineté réinventée plutôt que de dérive. Dans ce scénario, la critique externe perd en efficacité parce qu'un bloc régional affirme son propre récit. Dans un troisième scénario, défavorable, la pression internationale se durcit, sanctions économiques, campagnes médiatiques agressives, tentatives de déstabilisation diplomatique. Dans cette hypothèse, l'économie déjà fragile subit des ruptures logistiques, ce qui ralentit l'intégration et fragilise l'approvisionnement des unités. La ferveur populaire se fissure, non par reniement immédiat, mais par fatigue et peur d'un isolement prolongé. À l'échelle régionale, le modèle devient un avertissement brandi pour décourager toute imitation. Une recommandation de pensée traverse ces 3 chemins. Si une réforme bouleverse un système vieux d'1 siècle, elle se juge moins au bruit extérieur qu'à la solidité de ses résultats internes, visibles, répétés et tenus dans le temps. À ce stade, le récit cesse d'être seulement national et vient toucher le spectateur là où il se situe. Pour ceux qui vivent dans des sociétés confrontées à l'insécurité diffuse, l'histoire agit comme un miroir dérangeant. Elle suggère que la sécurité ne naît pas uniquement de la multiplication des murs ou des lois, mais parfois d'un déplacement plus radical, transformer des charges sociales en acteurs visibles de stabilité. Cette idée peut heurter parce qu'elle oblige à reconsidérer ce que l'on attend réellement d'un système pénal. Pour un public sensible aux questions sociales, la réforme soulève une autre interrogation. Que devient la dignité lorsqu'elle est rendue utile ? Le récit montre des hommes qui ne sont ni absous ni glorifiés, mais replacés dans une chaîne de responsabilité. Cette nuance importe, car elle distingue la réparation de l'oubli. Elle invite le spectateur à penser ses propres mécanismes de seconde chance, non comme des gestes compassionnels isolés, mais comme des architectures collectives exigeantes. Pour ceux qui regardent cette histoire à distance, depuis des pays plus stables, l'impact est intellectuel.
Le cas burkinabé oblige à sortir des réflexes importés. Il pose une question simple. Pourquoi certaines sociétés s'autorisent-elles à expérimenter ce que d'autres jugent impensable ? En ce sens, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un modèle à copier, mais comme un déclencheur de débat sur la souveraineté des choix politiques. Deux pistes de réflexion se dégagent pour le spectateur. La première consiste à observer les résultats concrets avant de juger l'intention. La seconde invite à distinguer la peur projetée de la réalité vécue. Ces gestes sont modestes, mais ils déplacent le regard, et parfois comprendre commence simplement par accepter de suspendre le réflexe de condamnation immédiate. Le récit finit par dégager une méthode implicite, présentée non comme une recette universelle, mais comme une séquence opérationnelle. Elle repose sur l'idée que la transformation survit seulement si la population voit rapidement un bénéfice concret, et si l'État synchronise décision et exécution. Dans cette logique, Ibrahim Traoré est moins un commentateur qu'un accélérateur. Il impose une cadence et assume le coût politique de la vitesse. D'abord, il faut clarifier qui sort et pourquoi. Le texte insiste sur le tri des délits aux mineurs, des erreurs de survie, des condamnations héritées d'un cadre colonial. L'objectif n'est pas d'effacer la faute, mais de distinguer ce qui peut être réaffecté sans chaos. La mesure se prépare par un classement précis, parce qu'une réforme de masse ne tient pas sans catégorie. Ensuite, il faut verrouiller la transition par la compression du temps, registres ouverts, listes extraites, transmission accélérée, puis camions envoyés le soir même. Cette rapidité empêche l'ancien système de reprendre le dessus et réduit l'espace des résistances bureaucratiques. Puis, il faut organiser l'accueil et non la surveillance. Le détail des camions qui arrivent pour accueillir devient un principe. Uniformes distribués, règles simples, paroles d'honneur, la discipline est construite comme une porte d'entrée, pas comme une menace extérieure. Vient ensuite la stabilisation par des indicateurs publics, patrouilles rurales, routes sécurisées, marchés rouverts, écoles qui reprennent. Le récit traite ces signes comme des preuves visibles capables de transformer une réforme radicale en routine acceptable. Enfin, il faut soutenir matériellement la durée. Les rations pour 6 mois, l'armement et la logistique ne sont pas décoratifs. Ils assurent que l'intégration n'est pas un moment, mais un cycle. Au final, la méthode tient en une formule. Une transformation profonde ne repose pas seulement sur la force, mais sur la synchronisation des étapes, jusqu'à rendre l'utilité plus convaincante que la peur. Le récit revient vers l'image qui tenait tout en tension, le portail d'instruction, celui où l'on lit « La faute n'est qu'un détour vers la lumière ». Au début, cette phrase semblait presque décorative, un slogan posé sur du métal. À la fin, elle devient un fil conducteur. Elle relie la poussière des casernes aux routes rurales, le décret au geste, la peur à la discipline. Dans les rangs silencieux, il n'y a plus seulement des condamnés ni des rescapés. Il y a des hommes qui tentent de mériter une place. C'est là que la scène prend une valeur émotionnelle sans devenir une célébration. La cohésion ne vient pas d'un oubli, mais d'une responsabilité transformée en effort commun. Le récit insiste. La dignité n'est pas une récompense, c'est une charge. Elle exige un cadre, une règle, un rythme. Et c'est précisément ce rythme qui, dans la narration, porte la signature d'Ibrahim Traoré. Non comme une explication totale, mais comme un geste qui accepte de rompre avec l'ordre ancien pour fabriquer une utilité visible. La phrase finale s'impose comme un clou, la dignité reste une force. Ce récit n'appelle pas à l'adhésion automatique, il appelle à la discussion, parce qu'au-delà du Burkina Faso, il touche une question que chaque société porte, même lorsqu'elle la cache. Que fait-on de ce que l'on considère perdu ? Le décret abolit des murs, mais il ne supprime pas la responsabilité. Il déplace simplement le lieu où cette responsabilité se prouve, dans le service, dans la discipline, dans la visibilité des résultats. Si cette histoire vous a interpellé, une première manière d'aller plus loin consiste à comparer. Comparer les modèles de justice, comparer les effets de la peur et ceux de l'utilité. Comparer les réactions externes et l'expérience intérieure. Une deuxième manière consiste à débattre sans caricature. Reconnaître les risques, mais regarder aussi les faits décrits, notamment la synchronisation logistique et l'impact territorial présenté comme rapide.
Et une question reste ouverte, volontairement, si la souveraineté commence quand un pays n'a plus peur de ses propres enfants, alors qu'est-ce que cela implique pour nos propres sociétés lorsque la peur devient la règle plutôt que l'exception ?